Donc nous reprenons nos travaux et nous reprenons sur Montesquieu avec la communication de Hugo Toudic. Alors, sur le programme, il est labellisé Université de Chicago. En réalité, il est aussi français que nous, vous et moi. Et donc, il fait beaucoup l'aller-retour entre la France et les États-Unis. Il a beaucoup travaillé justement sur les Lumières américaines, mais aujourd'hui, il va nous parler de la Russie de Montesquieu. Alors, Hugo Toudic, comme vous le voyez, est quelqu'un de très jeune, très dynamique, mais il est encore de l'ancienne école, c'est-à-dire qu'il croit au papier au lieu du PowerPoint. Et donc, il est arrivé bravement ce matin avec 40 exemplaires de ce papier, et je lui ai dit que ce serait largement insuffisant. Donc, essayez de vous débrouiller peut-être pour avoir au moins un œil sur... voilà. Et ne faites pas de stock, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Donc, Hugo. Merci beaucoup, Anne. Et effectivement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais je suis vraiment ravi. Et l'avantage du papier, c'est que chacun peut garder une part de Montesquieu chez lui et la ramener pour la relire ensuite. Je remercie évidemment Anne Cheng et Henri Lorenz pour leur très généreuse invitation. Je note malgré tout une certaine perversité de la part de Anne Cheng qui me fait passer après Catherine Volpiat-Cogé. Et donc, Catherine travaille sur Montesquieu depuis au moins 20 ans et moi depuis 20 minutes. Donc, voilà, vous excuserez sans doute les possibles imprécisions dues à mon inexpérience certaine. Alors, la Russie de Montesquieu, effectivement, ou l'impossible mise à distance du despotisme. La place de la Russie dans l'esprit des lois, à mon sens, est capitale, et je ne m'arrêterai pas aujourd'hui aux trivialités que Montesquieu peut parfois écrire à propos de la Russie. Montesquieu s'étend parfois sur la propension des Russes à consommer de l'eau-de-vie, sur leur propension au vol et parfois même au cannibalisme. Voilà. Bon, évidemment, au-delà de ces trivialités, il y a, à mon avis, une vérité plus profonde que Montesquieu dévoile à travers l'exemple russe. L'exemple russe est un exemple d'ambiguïté majeure. L'exemple russe est également un cas d'école pour la réforme du despotisme et pour la critique donc du despotisme éclairé, bien que cette notion n'existe pas à l'époque. Je vais aller très vite donc sur la théorie des climats et l'appartenance de la Russie à cette théorie, puisque grâce à Catherine, je n'aurai pas besoin de m'étendre, puisque que dire d'original après Catherine ? Il faut simplement noter évidemment que la Russie ne semble pas correspondre à la théorie des climats, en tout cas elle s'en échappe, puisqu'elle a à la fois un despotisme qui n'est pas situé au sud cette fois-ci, pour le cas de la Russie. Cependant, la Russie correspond bien à la définition que donne Montesquieu du despotisme, et c'est la première citation que je vais lire. « Un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. » Donc, il n'y a pas de loi dans le despotisme, il n'y a que des caprices, c'est-à-dire des volitions particulières et momentanées d'un seul homme. Bien. Évidemment, c'est le cas de la Russie pour une raison fondamentale qui est la taille du territoire. Et donc c'est la deuxième citation dans le livre 8 de l'Esprit des lois, où Montesquieu écrit « Un grand empire suppose une autorité despotique dans celui qui gouverne. Il faut que la promptitude des résolutions supplée à la distance des lieux où elles sont envoyées, que la crainte empêche la négligence du gouverneur ou du magistrat éloigné, que la loi soit dans une seule tête et qu'elle change sans cesse, comme les accidents qui se multiplient toujours dans l'État à proportion de sa grandeur. » On est ici dans un cas manifeste de physique politique. Évidemment, la loi dans le despotisme est comme une boule de billard l'exemple vient de Montesquieu, qui est projetée, qui doit se projeter sans être interrompue d'un point à un autre. Et donc, plus vous étendez la surface du territoire politique, plus il faut de force dans les décisions et dans les caprices. Et il faut que la décision prise dans la capitale de l'Empire puisse s'appliquer dans les marches de l'Empire, très loin, et pour cela, il faut absolument éviter les corps intermédiaires, des corps qui pourraient venir
ralentir la prise de décision politique dans la capitale. Bien. Donc, la Russie correspond à la définition du despotisme, et pourtant, Montesquieu, là aussi renouvelant l'ambiguïté, rappelle que la Russie n'est pas condamnée au despotisme. C'est la troisième citation, je cite simplement la fin, l'exemple des réformes de Pierre Ier, du tsar Pierre Ier, que Montesquieu va prendre à plusieurs reprises dans l'Esprit des lois, pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de fatalité despotique pour la Russie. Je cite, « Pierre Ier, donnant les mœurs et les manières de l'Europe à une nation d'Europe, trouva des facilités qu'il n'attendait pas lui-même. » Bien. Le syntagme ici de nation d'Europe est extrêmement intéressant, puisque cela semble vouloir dire qu'il n'y a pas de fatalité pour la Russie, et qu'au contraire, Pierre a su trouver un certain écho favorable aux réformes qu'il a entreprises en Russie lors de son règne, après d'ailleurs un voyage en Europe qui l'avait fait prendre conscience des retards de la Russie. Retard politique, retard aussi économique et militaire. Bien. Donc, on peut commencer par là, par cette fondamentale ambiguïté sur le cas russe. La Russie correspond au despotisme par la taille de son territoire, par son administration, par l'institution même de cette fonction du tsar. Et en même temps, la Russie n'est pas au sud et la Russie est une nation d'Europe. Bien. Donc, je vais aller en trois temps pour comprendre ce que signifie cette ambiguïté. Le premier temps sera le plus rapide. Je parlerai du caractère eurasiatique de la Russie. C'est un terme qui a été repris assez récemment par le tsar actuel de la Russie. Et donc, cette nature fondamentalement eurasiatique de la Russie permet de comprendre son ambiguïté. Le deuxième point se portera sur la distinction que doit connaître le législateur, et donc qu'aurait dû connaître Pierre, mais qu'il a méconnu, entre les lois et les mœurs. Et que tout législateur qui tente de changer les mœurs par les lois se conduit de façon tyrannique et donc despotique. Et le troisième temps sera donc consacré à la conclusion que l'on peut tirer du cas russe et m'amènera à réfléchir à la fois chez Montesquieu et de manière générale dans la théorie politique à la possibilité de la réforme. Puisque la question se pose tout de même, peut-on réformer un État despotique ? Comment réforme-t-on ? Ou bien, et c'était sans doute l'hypothèse que j'avais émise lorsque j'ai présenté une version de ce papier à l'université d'Yale en décembre, c'était l'hiver, donc j'étais peut-être très pessimiste à ce moment-là, mais il me semblait qu'en lisant Montesquieu et en prenant le cas russe, Montesquieu essayait de nous expliquer que parfois il était trop tard et qu'on ne sortait jamais on ne pouvait ne jamais sortir du despotisme. J'ai l'impression, après avoir bien travaillé et après avoir beaucoup discuté avec Catherine, qu'en fait, il existe une voie qui permet de sortir du despotisme, une voie très, très difficultueuse, mais qui existe. Bien. Donc j'en viens au premier point, c'est-à-dire la situation russe, qui est donc une situation fondamentale d'ambiguïté. Situation fondamentale d'ambiguïté parce que, et donc là je vais du côté du despotisme, comme je l'ai dit, la Russie est un empire immense, un empire qui s'est agrandi d'ailleurs via l'expansion militaire avant Pierre Ier et pendant le règne de Pierre Ier. C'est un État également qui ne connaît pas le commerce. Et vous vous rappelez tous, voilà, cette fameuse théorie du doux commerce, même si l'expression n'est pas dans Montesquieu, en tout cas elle a été retenue par la postérité, le commerce adoucit les mœurs. Là où il y a du commerce, il y a des mœurs douces, là où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. La Russie ne connaît pas le commerce, elle est beaucoup trop grande, elle est beaucoup trop étendue finalement. Donc les mœurs russes demeurent pures. Et la pureté n'est pas un gage de modération pour Montesquieu, tout au contraire. Donc territoire immense, absence de commerce qui rend impossible la pacification, l'adoucissement des mœurs. La douceur est un terme conceptuel chez Montesquieu, et la douceur entraîne à la modération. Donc non, alors sans commerce, il n'y a pas d'adoucissement des mœurs. D'adoucissement, et c'est important, d'adoucissement involontaire.
puisque cette douceur-là se passe à l'insu même de ceux qui commercent, évidemment. Et je vous le rappelle, mais vous le savez tous déjà, puisque vous êtes très doctes, le commerce au XVIIIe siècle, ce n'est pas seulement, comme aujourd'hui, l'échange des biens, c'est surtout et tout d'abord l'échange des propos, la conversation, l'échange des idées. Bon, bien. Alors, effectivement, sans le commerce, sans cette discussion entre les esprits, la Russie semble condamnée à son despotisme. Elle ne peut pas en sortir, elle ne peut pas sortir littéralement de ses frontières. Mais pourtant, il y a des réformes en Russie menées par Pierre Ier. Et alors Montesquieu est très attentif à ces réformes, puisque, comme vous le savez, Montesquieu cherche la modération dans le régime politique, il cherche, en écrivant l'esprit des lois, à s'adresser aux législateurs. Pierre Ier s'est voulu législateur. Alors, était-il un bon législateur? Bon, alors vous allez le voir tout de suite, non. Et pourquoi? Et là, évidemment, ici, la réponse est moins intéressante que les causes qui permettent de répondre négativement. Donc c'est la citation numéro 4 qui, en fait, qui est une allusion très claire à Pierre Ier. Je cite, « Souvent un législateur qui veut corriger un mal ne songe qu'à cette correction. Ses yeux sont ouverts sur cet objet et fermés sur les inconvénients. Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur, mais il reste un vice dans l'État que cette dureté a produit. Les esprits sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme. » Bien. Donc, l'exemple ici que va prendre Montesquieu dans l'Esprit des lois pour illustrer ce cas-là, c'est la loi de Pierre Ier obligeant les Russes à se tailler la barbe. Alors, cet exemple peut prêter à sourire, puisque, après tout, effectivement, l'obligation de se tailler la barbe semble anecdotique, et on pourrait le croire, mais c'est tout l'inverse. Encore une fois, Montesquieu nous surprend ici. Se tailler la barbe, parmi d'autres choses, c'est imposer aux Russes une pratique qui va à l'encontre de leurs mœurs, de leurs habitudes, de leurs coutumes, de leur culture, de ce que faisaient leurs ancêtres. Et donc, je cite, c'est la 6e citation au livre 19, « La loi qui obligeait les moscovites à se faire couper la barbe et les habits, et la violence de Pierre Ier, qui faisait tailler jusqu'aux genoux les longues robes de ceux qui entraient dans les villes, était tyrannique. Il y a des moyens pour empêcher les crimes, ce sont les peines. Il y en a pour faire changer les manières, ce sont les exemples. » Bien, vous voyez ici que donc j'ai mis de l'emphase sur le terme de tyrannique. Catherine l'a rappelé tout à l'heure, Montesquieu hérite de concepts qu'il retransforme complètement. Le despotisme, évidemment, c'est la définition, la première définition, la première citation, et le despotisme est intimement lié à la tyrannie. Ce terme apparaît, Catherine, je parle sous ton contrôle, le terme de tyrannique apparaît 2 fois dans l'Esprit des lois, et jamais au sens usuel, mais au sens où l'entend Montesquieu, c'est-à-dire lorsque on essaye par la loi de changer les manières. Et en faisant cela, on choque l'opinion. Et c'est la 7e citation qui est absolument fondamentale et qui s'oppose en réalité à une grande partie de la théorie politique qui vient avant Montesquieu et notamment à Hobbes. La loi n'est pas un pur acte de puissance. Les choses indifférentes par leur nature, c'est-à-dire les mœurs, le fait de porter la barbe ou de porter certains habits, ne sont pas de son ressort. Il y a donc une modestie ici, une modestie nécessaire pour le législateur. Et donc, j'en viens à la 2e partie, puisque nous avons vu que la Russie présente ce cas particulier d'être à la fois dans dans 2 zones géographiques différentes et dont aussi 2 espaces culturels différents, voilà, l'Asie, le despotisme, l'Europe, la modération. Quel sera le choix de la Russie? Quelle est la marge de manœuvre possible de Pierre Ier? Eh bien, c'est la 2e partie que je vous propose maintenant sur comment ne pas réformer un État despotique. Bien. La modération est toujours très difficile à obtenir pour Montesquieu. C'est le bien politique le plus désirable. C'est celui qui permet la liberté, donc défini au livre 11, chapitre 6 de l'Esprit des lois, comme opinion que l'on a de sa sûreté. La modération, c'est ce qui permet que le pouvoir ne s'applique pas de manière brutale et arbitraire sur les sujets ou sur les citoyens. Et
il eût pu sembler que les réformes de Pierre Ier, réformes qui rencontrèrent un écho favorable, très favorable en Europe, auraient dû susciter l'approbation de Montesquieu. Cela d'autant plus qu'en fait, les réformes de Pierre Ier ont suscité l'approbation d'illustres contemporains de Montesquieu comme Fontenelle et Voltaire. Je vais lire, donc c'est la 8e citation, l'éloge que fait Fontenelle du tsar. Toutes ces nouveautés, cependant, faisaient beaucoup de mécontents, et l'autorité despotique, alors si légitimement employée, n'était qu'à peine assez puissante. Le tsar avait affaire à un peuple dur, indocile, devenu paresseux par le peu de fruits de ses travaux, accoutumé à des châtiments cruels et souvent injustes, détaché de l'amour de la vie par une affreuse misère, persuadé par une longue expérience qu'on ne pouvait travailler à son bonheur, insensible à ce bonheur inconnu. J'avance. Aussi, pour lier la nation à des nouveautés utiles, fallait-il porter la vigueur au-delà de celle qui suffit avec un peuple plus doux et plus traitable. Éloge donc de ce que Fontenelle appelle l'autorité despotique, alors si légitimement employée. Donc c'est presque une définition de ce que nous appellerions aujourd'hui le despotisme éclairé. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que Montesquieu prend absolument le contre-pied de ce texte qu'il connaît, qu'il a lu d'ailleurs de manière tout à fait enthousiaste lorsqu'il était en Italie, dans les années 20. Montesquieu, vous pouvez lire ce texte et ensuite relire l'Esprit des lois, c'est de la contraposer. Vous avez absolument l'opposition. Le constat est le même, les Russes, effectivement, sont un peu rustres, ont des mœurs trop pures, mais pourtant, Montesquieu le rappelle, et c'est la citation 9, la facilité, la promptitude avec laquelle cette nation, la nation russe, s'est polissée, ont bien montré que ce prince avait trop mauvaise opinion d'elle et que ses peuples n'étaient pas des bêtes, comme il le disait. Les moyens violents qu'il employa étaient inutiles, il serait arrivé tout de même à son but par la douceur. Voilà. Donc, tout cela prouve que le despotisme éclairé est à bannir, la loi n'est pas un pur acte de puissance, les réformes de Pierre Ier n'ont rien fait d'autre que de consolider cette habituation au despotisme, puisque voyant les actions de Pierre Ier et la brutalité de Pierre Ier qui s'exerçait sur lui, le peuple russe ne pouvait que s'habituer à encore plus de despotisme, et non pas à moins de despotisme, évidemment. Et c'est la troisième partie, cette fois-ci, puisque une fois que l'on a dit ça, une fois que l'on a compris que Pierre Ier s'est trompé, il s'est abusé, eh bien, la question est de savoir comment peut-on sortir du despotisme, puisque si Pierre Ier a échoué, on a peut-être des leçons à tirer de cet échec même. Ici, il me semble, et j'en ai beaucoup parlé avec Catherine, que sans parler de despotisme éclairé, on peut se référer à la notion de machiavélisme qu'emploie Montesquieu, donc c'est la citation numéro 10. Je lis juste un extrait. Les grands coups d'autorité se sont trouvés par l'événement si maladroit que ce n'est plus qu'une expérience reconnue, qu'il n'y a plus que la bonté du gouvernement qui donne de la prospérité. Voilà. À nouveau, le terme de bonté, qui est afférent au terme de douceur ici. C'est par la douceur et la bonté que l'on change les mœurs d'un peuple et non pas par la violence de la loi qui s'exerce contre eux. Cependant, si on annule, si on rend impossible les coups d'autorité, alors comment faire ? Comment faire pour réformer un peuple qui a une nature, qui a des mœurs despotiques ? Eh bien, Montesquieu, s'il reconnaît l'apport positif des réformes, c'est la citation numéro 11, toutes les réformes qui ont été faites par Pierre Ier ne sont pas négatives, il y a effectivement quelque chose de positif, mais il y a, c'est la fin de la citation, des causes particulières qui le ramèneront peut-être au malheur qu'il voulait fuir. Eh bien, il me semble que ces causes particulières ne sont pas à trouver du côté du peuple. Le problème, ce n'est jamais le peuple, en réalité. Le problème, c'est toujours le despote. Et donc, la question se pose de savoir comment celui qui a le pouvoir, celui qui obtient le pouvoir dans un État qui est auparavant despotique, pourrait essayer de réformer son peuple de manière à ce que la modération soit trouvée. La conclusion à laquelle j'étais arrivé en décembre était assez négative parce que le cas russe semblait montrer, et ses causes particulières semblaient montrer qu'en réalité, le despotisme était ancré non seulement dans la personne du despote, du tsar, mais également dans les mœurs du peuple. Et donc, à partir de là, si le despotisme éclairé
est une solution impossible pour les raisons que je viens d'évoquer, alors il n'y a plus qu'à se lamenter et à se dire qu'on ne sort pas, la mise à distance est impossible, on reste dans le despotisme. Ce qui donc pourrait avoir une conséquence argumentative très intéressante, puisqu'à la différence de l'esprit des lettres persanes, où la Perse est l'autre de la modération, et ici, l'autre de la modération, ce serait la Russie, exemple bien plus proche, cas bien plus proche de l'Europe, et donc bien plus menaçant en réalité, puisque cela voudrait dire que sortir de la modération, s'éloigner de la modération, c'est risquer de n'y revenir jamais. Et donc c'était la 12e citation que je ne lirai, qui est très très belle, mais que je ne lirai pas, sur la simplicité d'établir le gouvernement despotique. Et je terminais par cela, et mes amis américains, qui sont de nature très optimistes, étaient absolument effondrés, donc j'ai dû les rassurer après, mais j'avoue que je n'avais pas de solution au-delà de Montesquieu, puisqu'il me semblait qu'en lisant le cas russe, il pouvait tout à fait être justifié de dire que, dans certains cas, on ne sort pas du despotisme. Mais en fait, en discutant avec Catherine, je me suis rendu compte qu'il y avait un anti-Pierre Ier. Voilà. Il y a un anti-machiavéliste, un anti-Pierre Ier, et c'est la 12e citation que je voudrais lire et commenter en 10 secondes. Saint Louis, voyant les abus de la jurisprudence de son temps, donc on est dans la même situation despotique, situation d'abus, pareil que pour Pierre Ier, chercha à en dégoûter les peuples. Il fit plusieurs règlements pour les tribunaux. Ainsi ce prince remplit son objet, quoique ces règlements pour les tribunaux des seigneurs n'eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourrait suivre. Il ôta le mal en faisant sentir le meilleur. J'avance, et c'est la plus belle conclusion que je puisse avoir sur comment réformer l'État despotique, et je m'arrêterai par Montesquieu. Inviter quand il ne faut pas contraindre. Conduire quand il ne faut pas commander, c'est l'habileté suprême. La raison a un empire naturel, elle a même un empire tyrannique. On lui résiste, mais cette résistance est son triomphe. Encore un peu de temps, et l'on sera forcé de revenir à elle. Merci. Merci Hugo alors non seulement de cet exposé extrêmement clair et éclairant, mais aussi qui nous a permis véritablement d'entendre la voix de Montesquieu, avec beaucoup de douceur. Alors, disons que effectivement, cet exemple du tsar Pierre Ier, certes, ne pouvait qu'intéresser Montesquieu, parce que là, on perçoit quand même une plus grande proximité que par rapport à la Chine, parce que malgré tout, bon, la Chine, c'est un objet qu'on ne peut approcher que de façon très indirecte, en passant par des tas d'intermédiaires, des missionnaires, des témoins oculaires, etc. Alors que là, on a le sentiment que Montesquieu parle de quelque chose qu'il a en tout cas l'impression de connaître de première main, en fait. Mais évidemment, moi, je vois un peu les choses de l'autre côté du continent eurasiatique. Et alors, évidemment, cette loi qui impose aux braves Russes de se tailler la barbe, ça me fait furieusement penser à la mesure qui a été imposée justement par les Mandchous, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, d'imposer donc aux Chinois de se raser la tête et de garder la natte. Donc, alors évidemment, peut-être qu'en France, où on connaît bien l'imagerie coloniale justement du chinois avec sa natte, en fait, c'est pas chinois. Encore une fois, c'est mandchou, c'est tartare. Bon. Et là, effectivement, on perçoit presque dans sa chair, dans son vécu, la violence que ça représente. Je pense qu'en fait la natte mandchoue c'est plus violent que se tailler la barbe. Enfin, je sais pas. Je parle de ce que je connais pas. Mais voilà comment en fait
le despotisme s'impose à une population, hein, c'est-à-dire véritablement en le marquant dans son corps. Hein, et du coup, effectivement, enfin, je veux dire, si je parle de l'expérience chinoise, le mode de résistance des Chinois à l'arrivée des Mandchous, c'était précisément de refuser de se raser la tête et de porter la natte. Et de la même façon, à l'inverse, lorsque justement cette dynastie Mandchoue est tombée, le premier geste justement des Chinois, ça a été de nouveau de se laisser pousser les cheveux. Donc, voyez comment justement, en fait, Montesquieu a vu juste là-dedans. Hein, quand Alain Suppiot nous dit, oui, certes, Montesquieu se définissait d'abord comme un jurisconsulte, mais il avait cette perception extrêmement sensible, émotionnelle et presque, on pourrait dire, physique, physiologique, hein, de l'effet des lois. C'est pas l'esprit des lois, mais c'est l'effet des lois. Hein, bon. Et donc là, vraiment, je suis vraiment très heureuse d'être là parce que j'entends des choses merveilleuses. et donc maintenant, les questions sont à vous. Quelques minutes. Anne, est-ce que tu me permets de réagir à ce que tu viens de dire? Parce que c'est absolument extraordinaire et effectivement, donc la loi de Pierre Ier imposait la taille de la barbe ou l'acquittement d'un impôt en réalité qui était différent pour quand on était paysan, c'était 1 kopek. Quand on était d'une caste un peu plus noble, on payait un peu plus effectivement, et c'était très choquant. Et effectivement, on pourrait croire que c'est une anecdote, mais en réalité, Montesquieu, au livre 11, lorsqu'il donne les différentes définitions de la liberté, il dit chaque peuple a une définition subjective de la liberté. Pour les républicains, c'est le fait de participer au gouvernement. Il dit pour les moscovites, c'était de porter la barbe. Donc c'est la définition même de... Alors ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte par là? Est-ce qu'il blague? Est-ce qu'on est dans la lettre persane? Non, c'est très sérieux. C'est les modes de vie, les mœurs font partie intégrante de la liberté. Et alors, c'est peut-être un petit peu trop... Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec cette idée-là, mais par exemple, on se rappelle tous du mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, il y a plein de raisons à ce mouvement-là, mais une des choses qui m'avait marqué, c'est on s'attaquait aussi à un certain mode de vie. À la campagne, on a besoin de prendre la voiture, on a besoin de faire certaines choses. Donc, est-ce que la voiture, c'est pas la barbe d'aujourd'hui? Mais ça avait été imposé aussi de tout en haut, finalement, sans explication. Donc là aussi, il y avait la loi n'est pas un pur acte de puissance. Merci beaucoup, Anne. Vous voyez que les rapprochements avec le contemporain sont eux aussi assez violents. Hein, bon.